Bien, tout d'abord, bonsoir à tous et à toutes. Merci Olivier et Didier de m'avoir invité de nouveau à cet atelier paludisme. Vous savez que c'est toujours un plaisir d'avoir l'autorisation pendant une semaine de torturer des apprenants. Donc je me suis bien amusé l'an dernier. Cette année, je pense remettre ça. Donc rendez-vous vendredi pour la torture finale. Alors pour commencer à vous torturer, je vais vous parler un petit peu de réglementation ce soir, des essais cliniques, pour vous montrer que vraiment ça peut être pénible. Tout d'abord, moi, j'appartiens à la faculté de médecine de Lyon et je m'occupe d'une équipe qui travaille dans un institut des neurosciences et qui s'occupe essentiellement de recherches un petit peu fondamentales sur les mécanismes physiopathologiques du paludisme, mais aussi sur la résistance aux médicaments et puis sur la vie et la mort des parasites, en particulier sur l'apoptose, mais on a déjà parlé de ça dans l'année précédente. Je m'occupe aussi de la vie et la mort des malades, c'est évidemment beaucoup plus intéressant, et dans ce cadre, et grâce aux travaux un peu fondamentaux qu'on a pu réaliser dans le laboratoire, nous avons mis en place un essai clinique, c'est un essai clinique prospectif, qui est interventionnel, c'est-à-dire qu'on va traiter des patients actuellement au Mali, à Bamako. Il y a un membre de l'équipe de Bamako ici. L'objectif étant de vérifier une hypothèse que un nouveau traitement, un nouveau médicament, une nouvelle utilisation d'un médicament en tout cas, peut améliorer la survie. Donc ce que je vais essayer de vous faire ce soir, c'est non pas de vous expliquer en détail cet essai clinique, je crois que ce n'est pas très intéressant. En revanche, je vais essayer de vous apporter quelques informations sur comment on mène un essai clinique, parce que vous allez sortir de cette formation avec un prestigieux diplôme de l'Institut Pasteur de Madagascar sur le cours paludisme, vous serez peut-être amené à participer ou même à mener des essais, alors cliniques, interventionnels ou pas, mais de toute façon, vous serez amené à être confronté à des réglementations qui sont variables selon les pays, mais qui respectent un certain nombre de bases. C'est ces bases que je vais essayer de vous expliquer. Ça fait avancer. Donc, pour l'étude clinique que nous menons actuellement, nous testons une hypothèse. Et ça, je crois que c'est le préalable à toute étude, que ce soit clinique, épidémiologique ou autre. Il faut avoir une hypothèse, il faut se donner les moyens de la tester. On ne lance pas une étude simplement pour se faire plaisir. Notre hypothèse, c'est qu'un médicament cytoprotecteur qui protège les cellules, qui n'a rien à voir avec le plasmodium, lorsqu'il est associé à un antipaludique, et nous, c'est une association quinine et CTA qui nous intéresse, ce médicament va améliorer la survie, uniquement la survie des malades qui présentent un neuropaludisme, et les malades auxquels nous intéressons sont des enfants. La suivante. Alors comment on fait une étude de recherche clinique? Tout d'abord, il faut avoir des sujets de recherche. Ça paraît évident, mais à la lecture de certains articles dans certaines revues, on s'aperçoit finalement, à la fin de la lecture, on ne sait pas exactement quelle était la question qui était posée. Il faut trouver une victime qui va devenir l'investigateur. Cette victime-là, elle va passer un temps considérable à essayer de mettre d'accord des tas de gens, à se faire des ennemis, et finalement, au bout du compte, à éventuellement publier quelque chose. Cet investigateur, il va chercher un promoteur, quelqu'un qui va lui donner de l'argent pour faire son travail, et un moniteur, c'est-à-dire quelqu'un qui va le surveiller. L'investigateur, qui a peur des ennuis, va mettre volontairement quelqu'un pour le surveiller son étude, pour être sûr qu'il n'y ait pas de dérive, et que ses résultats soient des bons résultats. La présence de ce moniteur, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important pour que les résultats de la fin de l'étude soient vraiment des résultats satisfaisants. Et puis, à côté de toutes ces personnes, il va falloir mobiliser un comité d'éthique. On va revenir sur ce qu'est un comité d'éthique. Il va falloir mobiliser les autorités du pays. Alors là, j'ai un peu coupé la diapo parce que ça dépend des pays, évidemment. Et puis, vous verrez à la fin, il va falloir prendre une assurance parce que c'est jamais ce qui peut se passer. Tout ça, ça va nous permettre de faire de la recherche clinique. Alors, une diapo pas très jolie, mais peu importe. Vous savez qu'il y a plusieurs phases dans cette recherche clinique. Phase 1, 2, 3, 4. On ne va pas non plus rentrer dans les détails. La phase 1, c'est une phase de tolérance. La phase 2, c'est une phase d'efficacité. La phase 3, c'est une phase d'utilité. On arrive enfin à l'utilité. Ce qui est important, c'est que vous voyez qu'à cette phase-là, on va enregistrer le médicament. C'est-à-dire qu'on va pouvoir le donner à des patients et considérer qu'il est efficace. Mais après, il y a une phase 4. C'est la phase de surveillance. Et souvent, cette phase 4, les cliniciens, ou nous, dans nos différentes fonctions, on la néglige. C'est-à-dire qu'on considère qu'à partir du moment où un médicament est sur le marché, ça veut dire que c'est un bon médicament. Et c'est pas si simple que ça. On s'aperçoit finalement que les médicaments, on les connaît bien plusieurs années après qu'ils aient été mis sur le marché. Parce qu'on voit apparaître les effets indésirables, on voit apparaître les résistances longtemps après. Et donc, tous les médicaments qui apparaissent, il faut les surveiller, y compris les CTA, dont on dit beaucoup de bien, qui sont des associations extrêmement intéressantes. Que seront-elles dans 5 ans ou dans 10 ans? Il faut peut-être être prudent. Alors, une phase 1, c'est simplement définir les doses qui sont tolérables pour le patient.
Et pour ça, il faut faire de la toxicologie expérimentale, donc il faut utiliser des modèles animaux, tester ces drogues chez des animaux et voir si on n'entraîne pas une stérilité, un cancer, des malformations chez des fœtus. Tout ça, ça nécessite des conditions un petit peu particulières, peu importe. La suivante. La phase 2, on va essayer d'établir une courbe dose-réponse, c'est-à-dire avoir un effet en fonction de la dose du médicament qu'on donne. On sait que ce médicament il est tolérable chez l'individu, mais il faut être sûr de la dose à laquelle on va pouvoir le donner. Et donc on se donne une marge de sécurité en fonction d'une dose minimale efficace et d'une dose maximale efficace. Cette marge de sécurité est là, et c'est en fonction de ces différentes études qu'on va définir une posologie qui est optimale. Optimale, ça ne veut pas dire que c'est la bonne posologie, ça veut dire que c'est celle qui est intermédiaire entre l'efficacité et les effets indésirables. Et ça aussi c'est une notion à garder en tête, c'est que tous les médicaments qu'on utilise, on les utilise à une dose optimale. Parfois, selon les circonstances, il pourrait être indiqué de monter la dose, même si ce n'est pas écrit dans le Vidal ou dans les livres, face à un patient qui va mal, peut-être que de monter la dose, ça sauverait le patient. Il faut réfléchir également à ça. Ensuite, il y a les phases 3. Alors là, on évalue enfin la valeur thérapeutique du médicament, avec deux types de méthodes, on va revenir dessus, c'est les méthodes intrapatient ou interpatient. Et puis finalement la phase 4, donc c'est la surveillance, qui est une phase extrêmement importante qui évalue l'incidence des effets indésirables. Alors, une recherche clinique, c'est essentiellement une recherche qui est médicale, médicalisée. L'investigateur doit être un médecin. Mais l'investigateur, tout médecin qu'il est, ne doit pas considérer qu'il sait tout, qu'il maîtrise tout, et il doit absolument s'associer avec un pharmacien. Alors là, j'ai l'essai hospitalier, mais peu importe qu'il soit hospitalier ou pas. Un essai clinique interventionnel doit être associé avec un pharmacien, parce que c'est le pharmacien qui va s'occuper de tout ce qui est médicaments. C'est son rôle, le pharmacien, de s'occuper de ce qui est médicaments. Le médecin, il s'occupe des malades, le pharmacien des médicaments. Et si on demande au médecin de s'occuper des médicaments, parfois, on a des dérives qui sont dommageables. Le pharmacien va s'occuper de l'approvisionnement. Lorsqu'on fait des essais cliniques en zone tropicale, il faut être sûr que la chaîne du froid est respectée, il faut être sûr que l'approvisionnement en médicaments sera réel, qu'il n'y aura pas d'interruption, sinon tout l'essai clinique va tomber en panne. Il faut également que le pharmacien s'occupe de ce qui est transparence et régularité des essais. Lorsqu'on est médecin et qu'on traite un malade, on a envie que le malade guérisse. Et lorsqu'on traite un malade avec un nouveau médicament, on a envie que son nouveau médicament, sur lequel on a beaucoup travaillé, soit meilleur que l'autre. Donc forcément, on interprète mal. Ça va être le pharmacien qui va s'occuper de mettre les barrières pour que l'interprétation soit correcte. Et puis ça va permettre également d'améliorer la réalisation de l'essai. En particulier, le pharmacien peut intervenir au niveau du tirage au sort. Et là, c'est une notion qui est également importante dans les essais cliniques. On parle de tirage au sort, on parle de randomisation. Vous savez ce que c'est que la randomisation? On va revenir dessus. Là-dedans, il n'y a aucune notion de chance. Ne considérez pas qu'un essai clinique tiré au sort, ça introduit une notion de chance. Au contraire, le tirage au sort, la randomisation, c'est pour éliminer la chance. Un essai clinique comparatif, c'est un essai où il n'y a absolument aucune part pour la chance, pour le malade, pour le médecin ou pour le microbe. Donc tous ces arguments-là doivent empêcher la part de chance tout en laissant la part de hasard. Je vais expliquer ça par la suivante. Donc il y a une phase de randomisation. Vous voyez, vous étiez dans l'effet placebo ou pas, ça ne doit pas intervenir. La randomisation, c'est la répartition au hasard des sujets, ou des malades, dans tel ou tel groupe de traitement. Ceux qui vont avoir le traitement standard, normal, ceux qui vont avoir le nouveau traitement, et ceux qui vont avoir le placebo. Tous ceux qui ont le placebo ne terminent pas à cet endroit-là. Et donc là, pour faire ça, cette randomisation, on ne la fait pas n'importe comment, on l'a fait en utilisant des tables de randomisation, notamment parfois des logiciels simplement comme Excel, de cette façon. Par exemple, ici on a une série de patients de 1 à 90, on fait des stratifications de 1 à 6, on a choisi 6 de façon arbitraire, parce que sur le plan statistique c'est un chiffre qui convient très bien, et on demande à l'ordinateur pour chaque série de donner un ordre des chiffres de 1 à 6. Et on décide que, par exemple, les patients qui auront le numéro 1, 2 et 3 vont recevoir le médicament A, et ceux qui auront le numéro 4, 5 et 6 vont recevoir le médicament B. Donc le premier patient, il va tirer le numéro 5, il aura le médicament B. Le deuxième patient va tirer le numéro 4, il aura le médicament B. Le troisième aura le numéro 2, il va prendre le médicament A. Et on ne sait pas au départ quel sera cet ordre-là pour donner les médicaments. Donc le patient qui arrive, au hasard, grâce à ce hasard mathématique qui est absolu, va recevoir le médicament que vous testez ou un autre médicament. Il n'y a plus aucune part de chance, c'est mathématique. Alors, on va rentrer dans le détail des types d'essais. Il y a des essais monocentriques et multicentriques. On ne va pas faire les multicentriques parce que ça va trop compliquer les choses. Je vais avoir pitié de vous, finalement, il est 17h, la journée a été longue.
Donc dans les types d'essais, il y a des essais ouverts, non comparatifs, qui mesurent simplement la tolérance, pas très très intéressant dans nos cas, et les essais contrôlés, qui sont les essais comparatifs, où on mesure l'efficacité d'un traitement vis-à-vis d'un placebo et ou d'une référence. Et ce qui est extrêmement important là, c'est de définir une référence. Quelle est la référence aujourd'hui du traitement du paludisme grave? Un peu ma question de tout à l'heure. Est-ce que la référence du traitement du paludisme grave, c'est la quinine, intraveineuse puis péros? Ou est-ce que c'est la quinine puis les CTA? Ou est-ce que c'est autre chose? La discussion peut être ouverte. Et puis, à partir d'un essai contrôlé, on fait soit à découvert, quasiment jamais parce que finalement on obtient très peu de résultats, soit en simple aveugle, le malade ne sait pas ce qu'il donne ou ce qu'il reçoit, ou le médecin ne sait pas ce qu'il donne, ou ce qui est beaucoup mieux, c'est en double aveugle ou en double insu. Le malade et l'investigateur ne savent pas s'ils prennent le médicament ou autre chose. Donc dans un essai comparatif, on a des essais croisés ou des essais en parallèle. L'essai croisé, c'est plus difficile à faire, il intervient peu dans la recherche sur le paludisme, puisqu'en fait, on va donner au même patient, successivement, le médicament à tester, le médicament de référence et ou le placebo. C'est-à-dire que le patient va recevoir d'abord le bon médicament, s'il a de la chance, il est guéri, si le médicament marche bien, il est guéri. S'il n'est pas guéri, il va recevoir le nouveau médicament à tester, et s'il n'est toujours pas guéri, il va recevoir le placebo. Alors celui-là, il est mal parti. Mais comme ça, on saura quelle est, pour un seul patient, l'efficacité du médicament chez ce patient. Vous comprenez que face à un neuropaludisme qui va tuer le malade en 48 heures, on n'a pas le temps de tester toutes ces hypothèses. Donc dans ce cas-là, on fait 3 groupes. On fait un groupe qui est traité avec le médicament standard, un groupe avec le médicament de référence, et un groupe éventuellement avec le placebo, sachant encore une fois que dans le cadre d'une maladie mortelle, on évite les placebos. Donc pour mettre en place un essai clinique, il faut avoir tous ces protocoles de gestion et de dispensation des médicaments, et c'est extrêmement important, et je crois que c'est important de vous sensibiliser à toutes ces démarches. Il faut être sûr qu'on peut disposer du médicament, de ses bonnes conditions de stockage, mais également, quand on teste un test de diagnostic rapide, il faut être sûr que pendant toute la durée de l'étude, si elle dure 2-3 ans, on aura toutes les bandelettes du même lot, etc. C'est pas évident. Il faut qu'on puisse donner ces médicaments, le stocker et les surveiller. On peut s'interroger aussi dans un cadre d'un essai clinique sur la session hors essai. Vous savez que quand on fait un essai clinique, on inclut les patients, on les exclut. Tel patient va avoir des critères d'inclusion, on va le mettre dans l'essai clinique, il recevra le nouveau médicament, et tel autre va arriver, mais il aura un critère d'exclusion. Par exemple, il n'a pas le bon âge, ou alors il ne fait pas le bon poids. Et ce patient-là, on sait qu'il est malade, on a fait son diagnostic, on sait qu'on a dans la poche un médicament qui marche bien, mais il n'est pas dans le protocole. Est-ce qu'on ne lui donne pas le bon médicament, parce qu'il n'est pas dans le protocole, ou est-ce qu'on lui donne quand même, sachant que ce bon médicament, on n'est pas autorisé à le donner en dehors du protocole? C'est une question difficile, question éthique, on va revenir là-dessus, qui est difficile trouver une solution est difficile en urgence, parce que lorsque vous êtes face à un patient qui va mal et que vous savez que vous pouvez le traiter avec un nouveau médicament, mais que vous n'avez pas le droit de le faire, quelle va être votre attitude? Je ne sais pas, peut-être que vous pourrez donner votre vécu ensuite après. Et puis, il faut surveiller ce médicament et absolument garder tout ce que vous avez fait. Et lorsqu'on est dans un essai clinique, on garde absolument la totalité des échanges. Chaque fois qu'on passe un coup de téléphone, on marque, j'ai téléphoné à monsieur Untel à telle heure, et on m'a dit ça, ma question était ça, sa réponse était ça, et on archive absolument tout ce qu'on fait. On archive tous les mails, on archive toutes les modifications, on ne jette rien, parce que si vous avez un problème à la fin de votre essai clinique, parce que parfois vous testez un médicament qui fait plus de mal que de bien, eh bien il faut vous montrer que vous avez mis en œuvre toutes les choses importantes pour que votre essai clinique ne soit pas défavorable au patient. Donc on arrive à la notion d'éthique. C'est une notion, si on regarde le dictionnaire, partie de la philosophie, donc on s'éloigne un petit peu de la science, et fondement et principe de la morale. Alors là, ça introduit des notions qui sont un petit peu difficiles à appréhender, et la morale n'est pas la même dans tous les pays, dans toutes les cultures. La notion de morale est difficile à comprendre. Donc l'éthique médicale n'est pas très claire également. L'ensemble des règles morales qui s'imposent aux différentes activités des médecins. Vous voyez que finalement, quand on parle d'éthique, on a l'impression que c'est quelque chose qui est relativement simple et clair à comprendre, mais face à des situations un petit peu limites, on n'a parfois pas tellement de solutions à trouver. Alors heureusement, il y a des commissions d'éthique pour nous expliquer ce qu'est l'éthique, peut-être. Et ces commissions ont une mission, c'est contribuer à la sauvegarde de la dignité, des droits, de la sécurité, du bien-être des participants à une recherche. Donc clairement, un comité d'éthique n'a pas de notion de science. Il va simplement sauvegarder les patients. Ça, c'est important également à prendre en considération.
Pour être efficace, une commission d'éthique doit être composée de personnes qui sont d'origines différentes, de secteurs d'activité différents. Si vous demandez à tous vos collègues de faire une commission d'éthique, tous les membres de l'unité Palu de l'Institut Pasteur, probablement que leurs avis seront cohérents. Ils travaillent ensemble, ils ont le même avis. Donc il n'y aura pas de discussion, donc ce comité d'éthique finalement ne servira à rien. Si vous voulez avoir un comité d'éthique qui est efficace, il faut que ce soit des gens qui soient contradictoires, qui vous apportent une contradiction pour être sûr que vos arguments sont les bons. Il faut malgré tout qu'ils aient une expertise scientifique minimale dans votre sujet et une distribution équilibrée des âges, parce que les opinions peuvent varier en fonction de l'âge, comme le paludisme, des sexes, là il y a moins de données sur le paludisme, en dehors de la grossesse en tout cas, et puis des personnes complètement extérieures qui vont avoir un regard non scientifique, un regard profane sur ce que vous présentez. Et ça aussi c'est extrêmement important. Alors le pauvre investigateur, lui, il va faire toute une série de documents qu'il va remettre à la commission d'éthique, un protocole, des modes de recrutement, un manuel de l'investigateur, il va tout écrire ce qu'il doit faire, pour lui et pour ses collègues. Il va décrire les coûts de son étude. Et ça aussi c'est extrêmement important, les coûts, parce que vous savez qu'il y a un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques ou autres, de diagnostic, qui favorisent la recherche clinique pour tester tel médicament, tel test rapide ou autre. Et on est toujours un petit peu dans l'ambiguïté quand quelqu'un est financé par un laboratoire pour savoir si ses résultats sont parfaitement honnêtes ou alors un petit peu biaisés par l'effet placebo. Donc si on écrit tout, si on dit tout, au moins les choses sont claires et on évite d'avoir ce type d'interprétation. Il faut prendre une assurance. Et surtout, ça aussi je voudrais insister là-dessus, il faut apporter la preuve des qualifications de l'investigateur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes médecin, que vous êtes pharmacien, que vous êtes chef de l'unité Palu, que vous êtes qualifié pour faire telle ou telle recherche. Vous devez apporter la preuve que vous pouvez faire cette recherche, et ça veut dire que vous devez passer des diplômes, valider des formations, et pour faire une recherche clinique, c'est bon, il y a une sauvegarde, pour faire une recherche clinique, il faut valider notamment un certain nombre de documents, documents que j'ai validés moi aussi. Régulièrement, chaque année, vous devez revalider ces qualifications. Mais vous êtes également, vous, en tant qu'investigateur, responsable de tous les membres de votre équipe. C'est-à-dire que si vous faites une recherche clinique ou épidémiologique avec des personnes dont vous n'êtes pas sûr qu'ils savent correctement lire une goutte épaisse, ben c'est vous qui êtes responsable. D'une part, vos résultats ne seront pas forcément très bons, et d'autre part, en termes de responsabilité, cette responsabilité incombe pas aux techniciens que vous avez mal formés, que vous n'avez pas contrôlés, mais elle vous incombe à vous. Donc lorsque vous faites une étude, il me semble parfaitement indispensable, et je crois que c'est ce que vous allez faire d'ailleurs demain ou après-demain, de revalider votre capacité à faire une goutte épaisse, à faire un test rapide, à faire une PCR, à faire ce que vous voulez, mais il faut passer un examen, valider cet examen par une personne extérieure, de façon à prouver que vous et vos collaborateurs êtes capables de faire tout ce que vous allez faire. Au total, on a des protocoles qui comportent toute cette série d'informations et également une évaluation des risques. Et ça aussi, c'est peu fait quand on évalue les études cliniques qui sont soumises à financement, une demande de financement. Il est rare que les gens disent « j'ai 20% de chance de me planter » ou « j'ai 15% de chance de ne pas arriver à faire le diagnostic ». Et pourtant, si vous ne le dites pas, d'une part, on va se poser la question. Si vous vous plantez, on vous reprochera de ne pas avoir évalué les risques. Et finalement, vous n'avez pas une bonne approche de votre enquête, quelle qu'elle soit. Donc, quel que soit votre type d'enquête prospective, il faut vous dire que vous avez forcément un risque que ça ne marche pas. Pour une raison qui dépend de vous, pour une raison qui dépend de la maladie, pour une raison qui dépend des coupures de courant. Et ça, il faut l'évaluer, il faut le marquer. Et si vous ne l'évaluez pas vous-même, finalement, les gens qui vont le faire à votre place pourraient être agressifs avec vous. Alors la commission d'éthique va vérifier systématiquement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas espérer qu'une commission d'éthique passe rapidement sur des données, la pertinence de l'essai, le rapport bénéfice-risque pour le patient, le protocole, l'aptitude de l'investigateur et de ses collaborateurs, le mode de sélection et également, ce que j'ai mis en gras, la qualité et la lisibilité des informations écrites aux patients. Ce qu'on fait aussi peu souvent, c'est finalement on inclut des patients dans une étude épidémiologique ou interventionnelle sans vraiment les informer. Et ça, c'est un gros problème. Il faut être capable, quel que soit le type de patient qu'on a en face de soi, qu'il soit formé ou qu'il soit parfaitement inculte, et être capable de lui expliquer ce qu'on va lui faire, pourquoi on va lui faire, ce qu'il risque, ce dont il va bénéficier. Si on fait ça très clairement aux patients avant de les inclure, et que ça se passe mal, l'expérience montre que finalement ces patients-là, ayant été informés au départ, ayant accepté
le risque, finalement, ne se retournent jamais contre les investigateurs et finalement comprennent qu'il y a une marge de risque qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ça, c'est à faire de façon extrêmement drastique. Donc pour revenir à l'étude qui nous intéresse un peu plus, c'est donc tester l'hypothèse qu'un médicament associé avec la quinine et CTA améliore la survie. Tout ça, c'était basé sur la suivante, sur différents arguments, disant que le neuropaludisme était une maladie où la composante inflammatoire et ischémique est importante, en plus de la composante purement parasitaire. Et on s'est aperçu qu'au cours de l'ischémie cérébrale, en dehors du neuropaludisme, il y avait des médicaments neuroprotecteurs qui limitaient la mort des cellules neuronales et qui permettaient aux patients de récupérer après un infarctus. Et on s'est dit que finalement, la même chose pouvait peut-être être observée au cours du paludisme. Bien sûr. Et le médicament que nous testons, c'est un médicament qu'on connaît bien, l'érythropoïétine, l'EPO, ce qu'utilisent les sportifs pour être encore plus des champions. C'est également un facteur de croissance hématopoïétique important, l'hématopoïèse au cours du neuropaludisme. Ce qu'on sait maintenant, c'est que l'EPO est produite par un certain nombre d'organes, la plupart des organes, et que des EPO récepteurs sont présents sur quasiment toutes les cellules. La suivante. L'EPO augmente le flux sanguin, améliore la récupération après un accident vasculaire cérébral, traverse la barrière hémato-encéphalique et finalement réduit l'inflammation au cours de processus inflammatoires ou ischémiques. Suivant. Elle est produite à peu près dans toutes les structures du cerveau, cortex, capsule interne, hippocampe, toutes les structures qui peuvent être concernées par le neuropaludisme sont des structures de production de l'EPO. On a des récepteurs sur les neurones, la microglie, les astrocytes. La suivante. Et lorsqu'on administre dans un modèle animal qui nous sert de l'EPO, on s'aperçoit qu'un modèle animal de neuropaludisme, la plupart de ces animaux meurent très rapidement, en moins de 10 jours de neuropaludisme en l'absence de traitement. Si on donne que de l'EPO, aucun antipaludique, que de l'EPO, on s'aperçoit que pendant les 10 à 20 premiers jours, on a à peu près 50% de survie uniquement avec l'EPO, alors que ce n'est pas un antipaludique. Ensuite, les animaux meurent parce que finalement, les parasites augmentent, l'anémie devient de plus en plus sévère, et ces animaux-là meurent d'anémie sévère, mais plus du tout de neuropaludisme. Les mécanismes d'action de cette EPO, c'est un blocage des hémorragies au niveau cérébral. Ici, vous voyez une courbe du nombre d'hémorragies dans le cerveau de souris présentant un neuropaludisme sans traitement. Le nombre d'hémorragies augmente et puis après la courbe s'arrête parce que les souris sont mortes. Dans les souris ayant bénéficié d'un traitement par l'EPO, vous voyez que le nombre d'hémorragies augmente un petit peu. Finalement, dès qu'on met l'EPO, ces hémorragies rediminuent et la courbe continue parce que les souris ne sont pas mortes. La suivante. Alors, si on mesure le monoxyde d'azote, le NO, directement dans le cerveau des souris, évidemment anesthésiées, mais présentant cette souris est en train de faire un neuropaludisme, elle va bientôt mourir de son neuropaludisme, on ouvre son crâne, on ouvre son cerveau, elle est toujours vivante, on met une sonde et on mesure la production de NO, et on s'aperçoit qu'au niveau du cortex, il y a une augmentation du NO au cours du neuropaludisme qui est bloquée. Cette augmentation est bloquée par l'érythropoïétine. Vous voyez que sous érythropoïétine, on arrive au même niveau que chez les souris non infectées. Alors finalement, on a cherché à diminuer les doses d'érythropoïétine de façon à ce qu'elles soient plus actives. Le minimum de la dose, vous voyez, par rapport aux témoins qui meurent toujours vers le 7e jour, ils sont tous morts au 7e jour, l'EPO finalement prolonge un petit peu, mais très peu. Et on a rajouté de l'artésunate, parce que ça marchait bien dans ce système. On s'aperçoit que l'artésunate toute seule augmente la vie des souris d'environ 60%, comme espéré. Si on rajoute artésunate plus OPO, on gagne 20% de survie, à une dose très faible d'EPO. Donc finalement, l'EPO à une dose très faible améliore la survie en présence d'un antipaludique. Et c'est cette hypothèse-là qu'on est en train de tester chez l'enfant au Mali. Alors ça se fait en partenariat avec le MRTC et l'équipe de professeur Dumbo à Bamako, mon université, et puis le promoteur de l'étude, la Fondation pour le traitement de l'anémie, pour la recherche sur l'anémie. Vous voyez que finalement, on arrive à mobiliser des fonds à partir de fondations qui n'ont rien à voir avec le paludisme. Pour ça, donc, pour revenir un petit peu au sujet de cet exposé, il a fallu écrire un certain nombre de documents. Alors malheureusement, lorsqu'on fait une recherche internationale, la plupart de ces documents doivent être écrits en anglais. Même si on travaille dans un pays francophone, au Mali qui est francophone, avec une équipe française, il faut écrire les documents en anglais, avec une étude, une organisation de l'étude, l'éthique, le budget, etc. La suivante. Ce qui est important, c'est qu'il faut avoir un principal investigateur pour le management de l'étude.
Souvent, on demande à quelqu'un, une autorité sur place, d'être un senior investigateur, il n'est pas directement impliqué, mais il coordonne un petit peu les actions, et puis des co-investigateurs, parce que c'est des études qui consomment, entre guillemets, pas mal de personnel. Et surtout, il faut mettre en place un DMC, Data Monitoring Committee, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont étrangères à l'étude, étrangères aux différentes équipes, et qui vont être là pour surveiller que tout ce que vous faites est correct. Donc ce DMC, dans le cas particulier de l'étude que nous menons actuellement au Mali, il est composé d'un chairman qui est malien, d'un hématologue biologiste qui est malien, d'un hématologue clinicien qui est français, d'un expert en neuropaludisme qui vient du Malawi. Et pour ceux qui connaissent le Malawi, vous devez voir qui c'est, qui est experte en neuropaludisme, et puis d'un épidémiologiste spécialisé en pédiatrie qui est français également. Donc vous voyez, ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec nos équipes, mais qui surveillent et qui ont le droit d'arrêter notre étude du jour au lendemain. Tous les 10 malades, on leur envoie toutes les informations concernant ces malades, et si les informations les satisfont, on continue l'étude. Au contraire, s'ils aperçoivent qu'il y a un problème avec le médicament qu'on utilise, ils ont le droit d'arrêter l'étude et tout s'arrête. Il y a un moniteur externe qui est là tous les jours sur le terrain, sur le dos des cliniciens pour vérifier qu'ils remplissent bien les dossiers. Et puis, il y a évidemment les investigateurs cliniques. Donc, il faut que vous obteniez l'aval, le joli tampon bleu du comité d'éthique, la suivante, et que vous fassiez signer à vos patients une fiche de consentement éclairé. Là, je l'ai résumé, j'ai mis le premier paragraphe et puis ensuite j'ai mis que les titres. Une fiche de consentement éclairé, ce n'est pas seulement êtes-vous d'accord pour participer à l'étude numéro tant. Il faut tout expliquer, ce qu'est le paludisme, comment on l'attrape, quels sont les risques, ensuite les procédures qu'on va faire subir aux patients, le risque pour ce patient, les bénéfices, le coût. Il faut mettre en évidence la confidentialité. Les études des patients sont ensuite anonymisées. Et puis ensuite, il faut faire signer ça à quelqu'un qui est un représentant du patient, un représentant légal du patient. Donc vous voyez, une procédure assez lourde. Ensuite, on remplit des formulaires de report de cas avec tous les détails. Suivante. Lorsqu'on parle d'une manifestation clinique, par exemple une grosse rate, eh bien il va falloir se référer à des caractéristiques de ce qu'est une grosse rate. On ne va pas dire simplement la rate est augmentée de volume ou pas. Il y a des scores. Par exemple, pour la rate, c'est le score de Hackett. Vous voyez, avec toute une gradation. On ne peut pas se contenter de dire la rate augmentée de volume. Il faut dire à quel niveau. De même pour les convulsions. La suivante. De même pour le coma. Score de Glasgow ou de Blantyre pour les enfants. Vous voyez, finalement, remplir un formulaire de cas clinique, c'est extrêmement long. Les formulaires de cas clinique font une vingtaine de pages. Et donc, il faut avoir absolument toutes ces informations pour pouvoir vraiment analyser nos résultats. Et puis, il faut mettre en place des procédures d'opération qui sont, vous voyez toute la liste des procédures qu'il y a dans ce cas clinique, et qui doivent être validées par chacun des investigateurs, une par une. Et chacun doit avoir validé chacune de ces procédures, les signer, et qu'on soit sûr qu'il soit capable de mener à bien cette étude. Si vous n'avez pas ce document, et qu'encore une fois vous avez un contrôle d'un comité d'éthique, vous risquez vraiment de gros soucis. Voilà un type de procédure à remplir, un mode opératoire avec les objectifs, le domaine d'application, principes, les responsabilités, et toujours mettre, c'est ce que je disais à quelques-uns des apprenants tout à l'heure, à partir du moment où on décrit un protocole, il faut toujours donner une référence qui permet de dire c'est pas moi qui l'ai inventé cette histoire, c'est marqué dans tel livre et ça a une réalité. Et pour finir, vous prenez une bonne assurance. Parce que malgré toutes les précautions que vous aurez prises, forcément il va y avoir des imprévus, et vous avez tout intérêt à prendre une bonne assurance, de toute façon c'est obligatoire. Alors quel avenir pour cet essai? Les rétropoïétines, c'est un médicament cher, c'est un médicament qui est recombinant, qui va être difficile à obtenir. Je voyageais dans l'avion à côté d'une dame qui emportait dans une boîte en polystyrène une seringue d'érythropoïétine pour traiter un patient, tout à fait en dehors de cas de paludisme, et pour vous montrer qu'ici à Madagascar, pour avoir un traitement, il faut aller le chercher à Paris, le ramener dans une boîte au frais. Bon, c'est difficile. Donc on ne traitera évidemment pas tous les patients avec l'érythropoïétine au cas du neuropaludisme. Mais ce qu'on veut chercher à démontrer dans cette étude-là, c'est que ce concept-là de protéger les malades de la mort avant de tuer le parasite lui-même, c'est un bon concept. Et il y aura d'autres molécules qui sont en cours d'étude, notamment des peptides de synthèse qui ne seront pas chers du tout, qui pourront avoir cet effet neuroprotecteur en association avec un effet antipaludique. Excellent. Et donc je terminerai simplement sur la notion d'éthique pour rappeler que ce sont des principes de conduite professionnelle appropriés. Donc difficile
difficile à clairement définir, mais l'éthique que vous devez avoir dans toutes vos activités, c'est une conduite professionnelle simplement appropriée à votre type d'activité. Voilà. J'ai terminé, je vous remercie. Merci. Il y a des questions? Quelles sont les réactions des patients justement par exemple lorsque vous leur annoncez que leur décision de PME? Oui. Quelles sont leurs réactions? Souvent, c'est des interrogations. Les réactions sont rarement négatives. C'est souvent une interrogation, savoir en connaître un peu plus ce à quoi ça sert et les risques potentiels et surtout les avantages. À partir du moment où on explique les choses se passent toujours très bien. C'est à partir du moment où on garde un peu les informations et où on n'est pas tout à fait clair par rapport à ce qu'on propose aux gens, que là on sent que les relations deviennent plus difficiles et souvent que les patients ou les familles des patients refusent que le traitement soit donné. Les études cliniques coûtent extrêmement cher. Ce type d'études cliniques coûte extrêmement cher. On a un petit peu chiffré les choses. On est à peu près à 2000 € par patient inclus. Avec le PO. Pardon? Le PO, on l'achète. On est financé par la boîte qui fabrique le PO. Ils nous donnent de l'argent et on leur redonne l'argent pour acheter le PO. Vive l'industrie pharmaceutique. Parce que c'est déductible des impôts, peut-être. Ouais, c'est une fondation, donc il n'y a pas de petit profit. J'ai écrit au Tour de France pour leur demander s'ils voulaient nous sponsoriser. Ils m'ont pas répondu. Ils n'ont pas dû apprécier, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé quand même. Oui, ah oui. Alors je ne vais pas parler du tout de ça parce que après ça c'est vraiment trop dur pour vous, mais effectivement il y a toute une série de paramètres statistiques en fonction du bénéfice qu'on recherche, du risque qu'on s'accorde. Par exemple là on cherchait 20% de bénéfice en termes de mortalité avec un risque de 5%, donc ça nous permet de calculer le nombre de patients qu'il faut inclure dans chaque groupe pour que les statistiques soient valables. Donc là il y a des tables qui permettent, quel que soit le type que l'on fait, d'évaluer le nombre de patients à prendre, à inclure. Oui. On prend toujours 10% de perdu de vue en plus. Sachant que 10% c'est le minimum, parce qu'il y a souvent plus de perdu de vue que ça, mais que compte tenu des coûts de ce type d'études, rajouter des 20% de perdu de vue, c'est évidemment difficile à justifier. Dans le cas de ce protocole, il y a deux cohortes, une cohorte à Lyon et une cohorte au Mali qui est suivie. Ah non, tous les patients sont au Mali. Il y a quand même peu de paludisme grave ou de neuropaludisme qui sont hospitalisés en France. Ça ne permettait pas de mettre en place quelque chose de ça. Là, c'est neuropaludisme stricto sensu, c'est-à-dire que ce ne sont pas les paludismes graves, anémie sévère. Tout ce qui est anémie sévère est exclu. On utilise le PO, donc anémie sévère, ça pouvait introduire un biais. C'est uniquement neuropaludisme selon les critères de l'OMS. Non, je vous rassure. L'érythropoïétine a été utilisée chez l'homme en France, en Europe, aux États-Unis, pour traiter dans le cadre de l'ischémie cérébrale, de l'ischémie cardiaque. Donc, c'est un médicament qui est utilisé depuis très nombreuses années dans le cadre de l'insuffisance rénale, pour améliorer l'érythropoïèse chez les insuffisants rénaux parce qu'ils produisent moins d'érythropoïétine, mais il y a des doses qui sont des doses standards. Dans l'ischémie cérébrale, d'origine vasculaire, les doses sont élevées, sont utilisées dans les pays du Nord, et ce sont ces mêmes doses-là avec les mêmes protocoles qu'on utilise dans le cadre du neuropaludisme. On n'a pris aucun risque par rapport à ce qui a été déjà validé ailleurs. D'autres questions? Bien, merci.